Cancer du côlon. Cancer du côlon, suite à votre demande, on a essayé d'entamer ce thème. Il est important et dans lequel on va aborder pas mal de choses très importantes. Commençons tout d'abord par la définition. Du cancer du côlon, c'est le développement d'une tumeur maligne. Cette tumeur, elle se développe suite à une multiplication anarchique des cellules de la paroi colique. Pourquoi parler du cancer du côlon? C'est de 1, c'est une pathologie très fréquente. Et c'est le deuxième cancer chez la femme après le cancer du sein, et le troisième cancer chez l'homme après le cancer du poumon et le cancer de la peau. Il touche essentiellement les personnes âgées entre 60 et 70 ans. Et la chose la plus importante dans cette présentation, c'est de savoir comment faire un diagnostic précoce du cancer du côlon. D'un côté, et d'un autre côté, connaître la population à qui on va faire un dépistage pour le cancer du côlon. Certainement, le traitement reste principalement chirurgical et la chimiothérapie a une place dans certains cas. Un petit rappel anatomique, le côlon, le segment, c'est l'avant-dernier segment du tube digestif. Il commence du carrefour iliosécal et il se termine au niveau de la charnière recto-sigmoïdienne qui se situe en regard de la troisième vertèbre sacrée. Le cadre colique est composé de 4 segments, 2 segments fixes et 2 segments mobiles. Les segments fixes sont le côlon ascendant et le côlon descendant. Et les segments mobiles sont le côlon transverse et la boucle sigmoïdienne ou côlon sigmoïdien. Richement vascularisé, et sa vascularisation particulière nous permet de diviser encore une fois le côlon en 2 portions. Le côlon droit, irrigué essentiellement par les branches issues du bord droit de l'artère mésentérique supérieure. Il s'étend du septum jusqu'aux 2 tiers droite du côlon transverse. Et le côlon gauche, qui prend le tiers gauche du côlon transverse et qui se termine au niveau de la charnière recto-sigmoïdienne, vascularisée par l'artère mésentérique antérieure. La vascularisation veineuse, elle est superposable à l'artérielle. Le côlon droit, il draine dans la veine mésentérique supérieure. Le côlon gauche, il draine dans la veine mésentérique inférieure. La mésentérique inférieure rejoint la splénique pour donner le tronc splénomésolaïque. Et ce dernier rejoint la veine mésentérique supérieure pour donner le tronc. Il y a une on parle maintenant des ganglions, chez la vascularisation lymphatique. On a les ganglions épicoliques, paracoliques, se drainent dans les paracoliques, eux se drainent dans les intermédiaires, puis dans les principaux, et finalement dans les centraux et le canal lymphatique principal. On a dit déjà dans la définition que c'est le développement de cellules de la paroi colique. Cette paroi colique est développée de 4 couches. La première couche, la couche interne et la muqueuse, on voit ici. Après, on a la deuxième couche, la sous-muqueuse. Par la suite, la musculeuse avec une couche longitudinale et une couche circulaire. Et finalement, la séreuse. 94% des tumeurs malignes qui se développent dans cette paroi sont des adénocarcinomes. Et on peut trouver d'autres types de tumeurs comme le lymphome malin hodgkinien, le carcinome épidermoïde et autres tumeurs. La classification a été établie pour classer ces tumeurs, c'est la classification TNM. La dernière classification, c'est la 8e édition, elle a été faite en 2017. Chaque lettre de TNM a une signification, T pour tumeur, M pour nodule et M pour métastase. Pour le T, les tumeurs in situ, c'est des tumeurs qui se développent essentiellement au dépend de la couche muqueuse. Pour les tumeurs T1,
elles envahissent la sous-muqueuse. Pour les tumeurs T2, ça envahit la musculeuse. Les T3, la subséreuse, et les T4 envahissent le péritoine ou les organes de voisinage. Le N, c'est nodule, ça veut dire atteinte ganglionnaire. N0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire. N1, il y a une atteinte ganglionnaire qui ne dépasse pas les 3 ganglions. N2, ça dépasse les 4 ganglions. Il faut, pour faire une bonne analyse des ganglions, au moins l'étude de 12 ganglions. Concernant le M, c'est métastase ou atteinte à distance de la tumeur. M0, pas de métastase. M1, présence de métastase. Suite à cette classification, on doit mettre des stades de 0 jusqu'au 4. On peut simplifier ce tableau en mettant en tête que pour le stade 0, ça concerne seulement les tumeurs in situ. Pas d'atteinte ganglionnaire, pas de métastase. Pour les stades 1 et 2, aussi, il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire, il n'y a pas de métastase. On les sépare en deux. Le stade 1, c'est le T1 et T2. Le stade 2, c'est le T3 et T4. Pas d'atteinte ganglionnaire et pas de métastase. Pour les stades 3, il n'y a pas de métastase, mais il y a une atteinte ganglionnaire. Peu importe le T, il y a une atteinte ganglionnaire, il n'y a pas de métastase. Pour le stade 4, peu importe le T ou le N, mais il y a une métastase. Parlons maintenant des facteurs de risque. Ils sont nombreux. Commençons par l'alimentation riche en protéines, les charcuteries, l'obésité, l'alcool et le tabac. Il y a aussi des maladies inflammatoires, comme la maladie de Crohn et de RCH. Il y a des formes héréditaires, comme le syndrome de Lynch et des polyposes. Il va permettre à classer les personnes selon le risque, en risque moyen, la population à risque moyen, la population à risque élevé et la population à risque très élevé. La population à risque moyen, c'est la population générale âgée plus de 50 ans. La population à risque élevé sont les personnes aux antécédents familiaux, d'adénome ou de cancer colorectal. Les personnes qui ont des maladies inflammatoires comme le Crohn et le RCH. Pour les personnes à risque très élevé sont les personnes qui présentent des formes héréditaires comme la polypose adénomateuse familiale, la maladie de Lynch et les autres polyposes héréditaires. Docteur Sahraoui, il faut parler un peu plus fort. Apparemment, ils n'entendent pas bien. Il y a en contrepartie des facteurs protecteurs comme l'alimentation riche en fibres, l'activité physique régulière et un traitement hormonal substitutif plus de 10 ans s'est avéré comme facteur protecteur contre les cancers du côlon. Le patient qui vient avec un cancer côlon, généralement, quand le cancer se manifeste, c'est déjà trop tard. Il vient souvent par des signes de complications. Et les signes les plus remarqués à l'admission sont les troubles de transit, l'hémorragie digestive, qui se manifeste soit par des mélénas ou par des électorragies, une masse abdominale palpée par le patient lui-même ou une sensation, ou sensation de pesanteur, et une perte pondérale, un amaigrissement très important. Suite à ces signes d'appel, le médecin est dans l'obligation d'examiner son patient. À la recherche d'autres, à l'inspection, on cherche toujours un météorythme. Si on le trouve, c'est en faveur d'un syndrome occlusif. On cherche une pâleur cutanéo-muqueuse qui est en rapport souvent avec une anémie. Et là, je peux
insister sur une chose, si un patient âgé vient et on voit qu'il y a une panniculopanique et on confirme que c'est une anémie microcytaire, par population sanguine, on doit chercher systématiquement un cancer du côlon ou un cancer du tube digestif. La palpation, c'est un temps très important de l'examen clinique. À la recherche d'une masse, cette masse, si elle est retrouvée, on doit tirer toutes les caractéristiques de la masse, la localisation, la taille de la masse, la mobilité de la masse, la consistance de la masse. On peut aussi chercher s'il y a ou pas une hépatomégalie nodulaire, ce qui va témoigner la présence de métastases hépatiques. L'examen se termine toujours par la recherche d'adénopathie de Troisier ou d'embryon de Troisier. La percussion sont importants aussi des examens cliniques. Si on trouve un tympanisme, c'est en faveur d'un syndrome occlusif, donc il y a obstruction du tube digestif. Si on trouve une matité ethnique, là, ça reflète généralement la présence d'acide, alors le patient est en carcinose péritonéale. Le toucher rectal, un examen qui ne se fait pas par tout le monde, il y a une importance capitale, surtout en matière de cancer colorectal. Et de un, il permet de trouver s'il y a des signes de saignement. On trouve un doigté souillé de sang, généralement. On peut parfois palper une tumeur prolabée dans le cul-de-sac. On peut chercher les nodules de carcinose dans le cul-de-sac de Douglas. On peut chercher même la présence d'autres polypes qui se trouvent dans le rectum. Après avoir fait un examen clinique complet, et si on penche vers le diagnostic de cancer colique, dans ce cas-là, on est dans l'obligation d'entamer quelques examens complémentaires. Le premier examen qu'on doit faire systématiquement, c'est la colonoscopie, qui doit être une totale. Cette colonoscopie, elle a un intérêt dans le diagnostic, parce qu'elle permet de visualiser une tumeur qui se développe en endoluminal du tube digestif du côlon. Et elle permet, entre autres, de faire des biopsies pour connaître le type histologique de cette tumeur. Cette même colonoscopie, dans certains cas, elle peut nous aider. Elle peut être dans un cadre thérapeutique. Si nous avons un saignement important, on peut l'utiliser pour faire de l'hémostase. Et il y avait même des gens qui utilisent les stents coliques dans les syndromes occlusifs. La colonoscopie, si elle est incomplète, on doit la refaire 6 mois en post-opératoire. Quand on pose le diagnostic de tumeur colique, on doit la classer. C'est-à-dire on doit connaître son extension locale, régionale et à distance. Et l'examen clé pour cela, c'est la TDM, thoraco-abdominopelvienne. Elle permet de connaître l'extension locale de la maladie. Est-ce que ça envoie toute la paroi colique? Elle n'envoie pas toute la paroi colique. Elle est simplement quittée dans la ligne colique. Est-ce qu'il y a atteinte des organes de voisinage, l'extension régionale? Est-ce qu'il y a une atteinte à distance hépatique ou pulmonaire? C'est la recherche de métastases. Et suite à cet examen, avec une colonoscopie et une TDM bien faite, on peut classer le patient en classification TNM, et c'est la CTNM, la classification clinique CTNM. Pour les marqueurs tumoraux, les ACE et les CA19-9, ils ne sont pas nécessaires au diagnostic. On ne peut pas les inclure pour dire que nous avons ou pas une tumeur colique. Mais ils ont un intérêt capital dans la surveillance du patient en post-opératoire, surtout après un traitement. Ils sont plus sensibles que l'imagerie. On complète toujours par un bilan biologique, une numération follicule sanguine à la recherche d'une anémie et le reste du bilan hépatique et rénal pour voir la répercussion de la maladie. Le cancer peut se manifester ou se manifeste souvent, comme on a déjà dit, par des complications comme l'occlusion, l'hémorragie, la perforation et le patient vient dans le cadre de péritonite et l'infection, ce qu'on appelle l'abcès, tumeur abcédée, tumeur colique abcédée. Après
un examen clinique minutieux et une exploration bien faite en classe notre patient, une stratégie thérapeutique doit être établie. Alors maintenant, on va passer au chapitre traitement. Le traitement a des objectifs. Le premier objectif, c'est la résection de la tumeur ou des métastases. Le deuxième objectif, c'est de diminuer le risque de récidive. Ça veut dire que le geste doit être le plus parfait possible. Et ça va nous amener à améliorer la suivi du patient. Comme moyen, nous avons la chirurgie et le traitement médical. La chirurgie, elle consiste à enlever le segment colique porteur de la tumeur. Les limites de résection doivent être larges, 5 cm en aval et 10 cm en amont. On doit enlever systématiquement et en monobloc tous les lésions ganglionnaires du drainage lymphatique du segment enlevé. Et il ne faut pas oublier de rétablir un transit digestif. Comme traitement médical, la chimiothérapie a place dans certains cas, surtout pour les stades 3 et 4 de la maladie. Et la thérapie ciblée a aussi une place, surtout pour les cancers métastatiques, après étude de Keras. Revenons à la chirurgie. La chirurgie peut se faire soit par voie cystoscopique, et maintenant c'est devenu une recommandation. C'est faisable. Là, dans notre pays, on commence à faire. Même à l'EPH de BDA, on a pu faire quelques cas. Et par voie laparotomique, c'est nécessaire. Mais quand il y a une complication, on privilège, on conseille, on doit commencer toujours par une laparotomie. Quels sont les types de résection qu'on peut faire? Oui, c'est un cancer. La résection va dépendre de la localisation de la tumeur. Si la tumeur se situe dans le côlon droit, on doit faire systématiquement la résection du côté droit du côlon. Alors, ce qu'on appelle chirurgicalement une hémicolectomie droite. C'est dans une ligne terminale jusqu'au tiers ou 2 tiers du côlon transverse. Si la tumeur se situe à gauche, on peut faire une résection segmentaire tout en respectant les limites de la résection, à dire de 5 cm et 10 cm. Mais on peut aussi faire une hémicolectomie gauche pour enlever le côlon gauche. Quand la tumeur se situe au niveau du sigmoïde, on fait une sigmoïdectomie, c'est-à-dire qu'on enlève le sigmoïde tout en respectant toujours, j'insiste, sur les limites de résection. Si c'est une tumeur compliquée, il faut avoir dans l'esprit qu'on fait toujours une colonotomie. Bon, il y a dans certains cas, on fait des expériences de temps, mais il faut retenir que si c'est une tumeur compliquée, on doit faire une stomie. Cette stomie, elle se fait en amont de l'obstacle. Dans ce cas-là, d'où l'intérêt de parler de segments mobiles. On a parlé qu'il y a des segments mobiles, des segments fixes tout à l'heure. Alors, si la tumeur se situe au niveau du côlon droit, quel est le segment mobile? Il n'y a pas de segment mobile colique. Alors, le segment mobile, c'est l'ilion. Alors, on fait une iliostomie. Et elle se situe dans le côlon descendant. On fait une colostomie de côlon transverse. Si elle se fait au-dessous du sigmoïde ou dans le sigmoïde, on fait une colostomie du côlon gauche, du côlon sigmoïde. Cette colostomie, elle peut être définitive comme on peut rétablir le transit par la suite. Après résection de la tumeur, on doit envoyer systématiquement la pièce pour étude anatomopathologique qui va permettre à donner une deuxième classification. Tout à l'heure, on a parlé de la classification CTNM. Maintenant, on parle de la classification PTNM, classification anatomopathologique, qui doit soit
être concordante avec la première et on continue la même stratégie thérapeutique, soit elle nous mène à changer notre stratégie thérapeutique parce qu'elle nous fait découvrir une atteinte ganglionnaire qu'on n'a pas pu voir au début, des métastases qu'on a trouvées en père opératoire et on les confirme par des biopsies. Alors, elle peut soit confirmer notre attitude thérapeutique, soit nous orienter vers une nouvelle attitude thérapeutique. Chaque malade pris en charge doit être suivi. Il y a une surveillance spécifique au cancer du côlon. Cette surveillance consiste à faire un examen clinique tous les 3 mois pendant 3 ans, puis tous les 6 mois pendant 2 ans. À faire une échographie abdominopelvienne ou scanner abdominopelvien ou on alterne entre les deux, tous les 3 à 6 mois pendant 3 ans, puis tous les 6 mois pendant 2 ans. Un scanner thoracique ou un téléthorax annuel pendant 5 ans. Une colonoscopie. Cette colonoscopie, si elle est incomplète ou de mauvaise qualité avant l'intervention, on doit la refaire à 6 mois, puis à 3 ans, puis tous les 5 ans. Si elle est complète et de bonne qualité, on doit faire à 3 ans, puis à 5 ans. En l'absence de syndrome de prédisposition génétique, après 3 colonoscopies normales, le rythme de surveillance peut être espacé. Et si l'espérance de vie est inférieure à 10 ans, dans ce cas-là, on peut arrêter la surveillance. Le chapitre le plus important, c'est le dépistage. On est arrivé au dépistage. On a classé tout à l'heure la population à risque élevé, à risque moyen, élevé et très élevé. Maintenant, on va commencer par l'inverse. On va commencer par la population à risque très élevé. Pour ces gens-là, on doit faire une colonoscopie annuelle débutée très tôt. Pour les gens qui ont une polypose ou une adénomatose familiale prouvée, on doit commencer à faire des colonoscopies dès la puberté. Pour les gens qui ont un syndrome de Lynch, on doit commencer à faire une colonoscopie à partir de l'âge de 20 à 25 ans. C'est des colonoscopies annuelles. Pourquoi faire ce dépistage? Parce que plus tôt on fait le diagnostic, mieux c'est le pronostic. Alors, il vaut mieux connaître les lésions juste au début. Pour les populations à risque élevé, on a cité déjà, pour les gens qui ont une maladie inflammatoire, on fait tous les 2 ans, à partir de 20 ans d'évolution de maladie. Si le patient a connu sa maladie, si on pose le diagnostic à 20 ans, quand il arrive à 40 ans, on commence à lui faire des colonoscopies tous les 2 ans. Pour les patients qui ont des antécédents personnels de cancer colorectal, 3 ans, puis tous les 5 ans. Parce que déjà, on a posé le diagnostic, donc on doit traiter. Alors on fait, ça rejoint la surveillance, on fait une colonoscopie à 3 ans, puis tous les 5 ans. Pour des gens qui ont des antécédents familiales de cancer colorectal, ou dans des notes avancées avant l'âge de 65 ans, là, une colonoscopie à 50 ans, ou 5 ans avant le cancer, avant l'âge du cancer, avant l'âge index de cancer. Pour les gens qui ont des antécédents familiaux, des découvertes d'un polype, on fait une colonoscopie à 3 ans, puis tous les 5 ans. Pour la population à risque moyen, c'est la population générale qui dépasse l'âge de 50 ans. Dans ce cas-là, un toucher rectal annuel après 50 ans. Et un test hémoculte, c'est un test qui permet de trouver des traces du sang, d'accord, dans les selles, ce qui va nous ramener à penser que ce patient
a une hémorragie digestive, alors très probablement il a une tumeur chronique. Et dans ce cas-là, le diagnostic se fera avant. Alors, à partir de l'âge de 50 ans, on doit inciter les gens à faire ces tests. Pour l'instant, ils sont peu disponibles dans notre pays, mais Inch'Allah, ils sont disponibles de plus en plus. Pour les gens, pour les gens qui dépassent les 50 ans, il y a un toucher rectal annuel qui doit se faire et un test à l'hémoculte pour chercher des signes d'hémorragie digestive basse. Et merci. Vous avez des questions? Voilà, la communication n'était pas bonne. Oui, concernant l'astomie, elle a ses indications. La première indication, dans le cadre de froid, c'est on ouvre et on trouve une tumeur irrésécable, une tumeur qu'on ne peut pas enlever. Alors, la tumeur, elle est là. Je peux le dire à la planche. Nous avons une tumeur. Et c'est un cas réel qu'on a eu ce matin. On a opéré un cancer du côlon. On a un cancer colique qui était localisé au niveau du segment, au niveau du côlon descendant, côlon gauche. Et tellement la masse était grande, elle prenait le côlon, les anses iliales qui étaient collées dans ce côlon, et elle était étendue jusqu'au rein, en postérieur, elle prenait même le rein. Alors dans ce cas-là, c'est une tumeur qu'on ne peut pas extraire. Qu'est-ce qu'on fait? On abouche le segment mobile d'amont. On a abouché le segment mobile d'amont. Et c'était ça. Alors on fait sortir un bout de notre côlon. Et ça va donner cet aspect-là, une colostomie. Les matières vont sortir par un orifice qui vont lever dans la peau de l'abdomen. Dans les cas compliqués, ça veut dire une tumeur perforée, un cancer du côlon en occlusion. Dans ce cas-là, on est dans l'obligation de faire un geste rapide de sauvetage. Alors, on ne va pas s'amuser à faire un geste, on cherche à être carcinologique. Le geste de sauvetage, c'est quoi? C'est de rétablir, l'objectif de ce geste de sauvetage, c'est de rétablir un transit digestif. Ça veut dire faire une colostomie. Si on est dans le côlon droit, on fait une idiostomie. Si on est dans le côlon gauche, près de l'angle colique, on fait une colostomie du transverse. Si on est en bas, on fait une colostomie du cycle. Pour le rétablissement de la continuité, on a dit déjà que la colostomie, elle peut être définitive dans certains cas, mais généralement, on fait le rétablissement de continuité 2 à 3 semaines, parfois même dans 3 mois, on peut le faire. Et il se fait, juste il faut une préparation pour le patient parce que c'est une anastomose digestive qui doit tenir, alors le modal doit être bon, la proximité doit être bonne. Il faut juste préparer et mettre le patient dans des conditions favorables pour faire l'anastomose digestive. Pour la place de la radiochimiothérapie, c'est surtout la chimiothérapie. La radiothérapie, elle a très peu de place dans le
cancer du côlon. Elle a beaucoup plus de place dans le cancer du rectum. La chimiothérapie pour les tumeurs T4, T4 elle a une place. Dans les tumeurs beaucoup plus, dans les stades 3 et 4, elle a une place. Si le diagnostic est posé en préopératoire, alors on peut proposer même du adjuvant, du néoadjuvant. On peut proposer même du néoadjuvant, c'est-à-dire avant le traitement chirurgical, mais si le diagnostic est posé en post-opératoire, alors ça sera du adjuvant. Quand on parle de stade 3 et 4, ça veut dire quand il y a une atteinte ganglionnaire et quand il y a des métastases. Est-ce que c'est clair? Y a-t-il d'autres questions? Une présentation un petit peu courte dans laquelle j'ai essayé d'éclaircir les points les plus importants à retenir. Il y a quelque chose. Alors, je pense qu'il n'y a pas de questions. Merci beaucoup. La prochaine séance sera faite avec Dr Benazoud, je pense, concernant les polycystiques. Merci beaucoup, Sahar Torkan. Le support sera fait, sera soit sur notre page Facebook, soit on va créer un lien YouTube que vous pouvez voir par la suite. Il y a une question concernant la maladie de Crohn et l'RCUH. Tous les stades de maladie de Crohn, concernant le Crohn et le RCUH, tous les stades ont le même risque d'avoir un cancer. Donc, ce qui est plus cancérigène, je pense, que la science dit, c'est le RCUH. Et il y a un bon pourcentage de gens, une bonne partie de personnes qui ont des maladies de Crohn ou un SUH peuvent développer un cancer. Il y a même un tableau de statistiques que peut regarder de temps. Je vais essayer de chercher, de vous envoyer des statistiques concernant la maladie de Crohn et le SUH, de cancérisation. D'autres questions? Pas d'autres questions? Et à la prochaine.